Salut à tous et à chacun, bienvenue à édition 62. Dernière ligne droite vers l'organisation du premier tour des prochaines élections législatives, le porte-parole du Conseil électoral provisoire a confirmé que 1854 candidats, dont 232 au Sénat et 1621 à la députation, dont 124 femmes, ont été autorisés par l'institution électorale à prendre part à ces joutes. Toute une cohorte de superviseurs électoraux, d'agents de sécurité et de membres de bureaux de vote sont désormais mobilisés par le CEP et attendent le jour J pour passer à l'action, a expliqué Franz Bernardin, le porte-parole du Conseil électoral provisoire. Nous sommes capables de dire, jeudi 3 août 2015, c'est jour J-6. Donc, nous avons environ 5 jours d'activité et puis jour 6 là lui-même, c'est pour aller activité, c'est pour le jour électoral là qui pourra le dérouler dans ces circonstances là. Nous connaissons très bien que gagner 1854 candidats aux législatives, 1854 candidats aux législatives, Sénat et députation, qui répartit, j'en ai pas le dire, c'est 232 candidats au Sénat et 232 candidats au Sénat et 1621 candidats à la députation. Nous avons gagné 20 sièges à pouvoir pour le Sénat et 119 sièges à pouvoir pour la Chambre des députés ou bien pour la députation, comme on dit. Pour les sénateurs, et 1621, nous sommes capables de dire que l'Artibonite lui-même gagne 25, le centre 23, la Grandance 16, je parle de sénateurs, l'ENIP 15, le Nord 34, le Nord-Est 16, le Nord-Ouest 25, l'Ouest 39, le Sud 25, Sud-Est 14, ce qui donne 232 candidats au Sénat, avec un pourcentage par sexe ainsi réparti, 23 femmes et 209 hommes. En ce qui concerne les députés, c'est 1621 chiffre total là, répartition en lui-même, c'est pour l'Artibonite, nous gagnons 197, pour le centre 127, la Grandance 88, NIP 82, pour le nord c'est 202, le nord-est 84, le nord-ouest 96, l'ouest 452, le sud 175, sud-est 118, ce qui donne 1621 candidats à la députation, avec 129 femmes et 1492 hommes. Haïti, violence électorale, le Conseil électoral provisoire dispose d'un plan pour faciliter l'organisation des élections dans les zones à risque, se réserve pour le moment de dévoiler ses stratégies à la presse, selon le porte-parole de l'institution, Franz Bernardin. Le Conseil là autorisé dit spécifiquement ça me dit là tout en évitant des détails. Il seulement dit que CP a dit que il n'est pas impuissant, ni inconscient, ni inconstant. Il connaît exactement ça pour le faire, mais il y a des plans, des stratégies que vous n'êtes pas capable de dévoiler au grand public. Ça relevé au même de compétences par eux, comment ils ont organisé, pour capable de faire face à eux-mêmes. Mais il y a des détails que vous n'êtes pas capable de partager avec le grand public, même avec la presse, parce que on est que ça rentre dans une stratégie pour capable de faire face à un problème qui est capable de poser à n'importe quel moment. Non, mais attendez, même si nous ne parlons pas de zone rouge, nous connaissons que il y a un côté contingent chauffé. Nous ne parlons pas de zone rouge. C'est pas d'ailleurs, on a remarqué, ce n'est pas moi qui utilise l'adjectif, c'est vous qui utilisez. En ce qui concerne la première question qu'on se dit, moi je réponds même question, c'est qu'il y a une stratégie pour tout côté capable de l'élection. Mais cependant, il y a des détails que nous ne sommes pas capables de partager avec la presse pour l'instant. Nous devons consacrer le conseil là lui-même, là travail, mais il n'a pas fait preuve ni d'impuissance, ni de conscience par rapport avec une situation qui est capable de poser. Mais pas oublier que CPA lui-même n'a pas un bras judiciaire, il n'a pas au moins une instance judiciaire, il n'a pas une instance policière, de façon que pour l'aborder chaque problème, j'ai opposé pour capable une solution. Multiplication des actes de violence électorale à l'approche du premier tour des prochaines législatives, tirs nourris, jets de pierre et autres ont émaillé la campagne électorale dans presque tous les départements. Le candidat à la députation pour la commune de Gressier, Rosemont-Jean, dénonce des attaques dont il était l'objet à travers sa circonscription. L'aspirant député pointe d'un doigt accusateur Berto Casseus, candidat sous la bannière du parti Respect pour la même circonscription. Rosemont-Jean a également élevé la voix
voix contre une vague de violence orientée vers les candidats de bouclier. Il appelle le Conseil électoral provisoire à sévir avec rigueur contre tout candidat qui fait de la violence sa stratégie de campagne. Rosemont Jean. Vendredi, qui était 31 juillet, moi j'ai un groupe de camarades qui décidait de prendre les photos pour moi sur Pont Mariani, puisque ils rendent compte des photos, l'autre candidat n'a pas de photo. Les camarades sont venus, me disent, pas de problème, nous avons décidé, nous allons les photos, nous allons les photos, nous allons les photos. Moi-même, par stratégie, je ne vais jamais mettre au monde à faire des choses, moi, ça ne pas là. Pour nous avons décidé, lorsque au final, moi décidé de poursuivre pour me regarder côté pour les photos. Là, je vais 3 minutes, je descends de machine, je parle avec monsieur, c'est comme ça que m'entendez, il y a une détonation. Dans nos premières cartouches, dans nos deuxièmes cartouches, les gens qui étaient avec moi commencent à péter couille. Et puis c'est même côté à tout, il y a un wash à tirer, il y a un militant, camarade qui prend un coup de wash, qui est tombé dans la ravine de la boîte de chaîne. Moi je dis, ça va passer comme ça. Et c'est là que je viré, par l'autre bord de la rue, moi il y a un chef gang connu, très connu, que la police a pu chercher, que je ne sais pas pour qui ça, jusqu'à présent, il n'est pas en bas. Or, ce chef gang ça, moi, je tiré en direction de moi-même. Il tire en première balle, il tire en deuxième balle, il tire en troisième balle. Là, il y a un côté partenaire qui a dit bon, même si ce n'est pas tombé, il prend roche, il calonne la machine pour roche. Là, il a tiré roche, il y a un côté, vite machine n'a pas cassé. Et il n'est pas arrivé, côté roche, il tombe dans la machine. Et pendant vite là, il dit bon, il prend le bout de la machine. C'est là que ça me décide moi-même. Moi, je dis bon, animal normal, je dis ça passe. Si c'est moi, je moi. Et puis, je viens pour me prendre la machine, pour me déplacer la machine. C'est pendant que je déplace la machine, et puis il faut une quatrième balle derrière. Pour nous, moi-même, ça me dénonce dans ça. Moi, je crois que l'élection n'est pas faite dans la violence. Moi, je crois que deux candidats qui sont en face, c'est dans le débat, c'est discours, c'est approche que vous mettez sous table pour convaincre l'autre monde, pour faire mon voter. Je ne sais pas moi-même, je suis capable d'entrer dans la logique, confrontation pour me tirer sur nous. Moi, dénoncer tentative d'assassinat ça, et la presse a vérifié la machine, la voie tout balle dans la machine. Et les gens qui fait attaque là sur moi, c'est un certain Babout qui se bois droit député Beto Casseus. D'abord, nous tenons des bandes à radio, il n'y a pas de kakembe. Il courit, il choisit voie violence là. Mario qui est en bas, Mario, qui vient faire tentative d'attaque, c'est Mario, camarade là, avec lui sous lui, dans la campagne électorale. Et l'élément qui vient faire attaque sur moi, dans dimanche, chef de gang, ça, parce que tout le monde connaît. Même gens ou même candidat, ou infiltrer l'autre candidat infiltré autour. Dimanche, c'est Babout ça qui baille Beto $40 000 pour ouvrir campagne électorale. Nous ne pouvons pas côté le jouer, nous ne pouvons pas ça la faire, seulement nous connaissons le faire, métier des armes. Après les informations parues dans la presse sur le détournement présumé de $10 millions à l'autorité portuaire nationale APN, toutes les informations disponibles montrent que l'ELCC s'est dûment trompé, car c'est à la compagnie Seaboard Marine R&D que ce moment a été détourné et non pas à l'APN. C'est autour de cette question que le syndicat de l'APN a tenu une conférence de presse le week-end dernier pour faire toute la lumière sur le sujet. De plus, toutes les enquêtes menées révèlent que les employés cités dans l'article du Nouvelliste, à savoir le directeur Jean-Guivard Nelson, la directrice du recouvrement Marguerite Daniel Augusma Jérôme et le directeur général Jean-Even Charles n'ont absolument rien à voir avec l'argent détourné à la Seaboard, suivant tour à tour le président du syndicat de l'APN Wilfried Saint-Ilus et le porte-parole de l'APN Ojeda Oleus. Nous avons fait des efforts colossaux pour que nous ayons APN une autre image. Et je ne dis pas, les n'attendez sur tous les réseaux sociaux. Il y a des directeurs d'opinion qui, après, ont un titre capable de dire qui fait paraître dans le journal, l'organe des rapports qui n'a aucun rien à voir avec APN des questions de Seaboard. À savoir, nous avons indexé l'ex-ingénieur Jean-Yves Charles, l'ancien directeur général de l'APN, Guiva Nelson, actuel directeur financier,
Madame Marguerite Augisma, chef de service de recouvrement, et nous dit, je dis, syndicat APN nan senti nous blessés dans chair nous, dans zone nous, dans corps nous, parce que les par exemple, nous gagnons 3 cadres en 2 institutions qui vilipendent, avilis, et n'a demandé, est-ce que je ne veux dire, ILCC, une institution crédible, les que vous parlez, faut société à capter. Je dis, nous ne pouvons pas le démentir, nous ne pouvons pas questionner aussi moralité. Même quoi que, si cadre ça a une moralité douteuse, est-ce que je ne veux dire, il y a toujours un poste, à savoir, Guy va toujours dire qu'il est financier, Madame Marguerite toujours dit qu'il est financier. Depuis que APN, il n'y a pas jamais gagné une lettre de blâme, il n'y a pas jamais gagné une lettre pour faute administrative grave. Eh bien, je veux dire, nous défendons fermement et résolument non seulement intégrité Jean-Yves Charles, moralité Jean-Guy Van Nelson, dignité Marguerite. Mais nous pensons que l'ILCC a dûment trompé d'adresse, c'est à Seaboard Marine of Haiti. Que environ 10 millions de dollars s'est détourné. Ce n'est pas à l'APN. En passant, de 2004 à 2012, l'ex-directeur général Jean-Yves Charles, ingénieur de profession, a combattu la corruption dans toute sa rigueur. Oui, voilà. Soudainement, un rapport de ILCC vient d'apparaître. Nous n'avons pas qu'à comprendre ça. Nous avons cherché à comprendre ça, nous n'avons pas qu'à comprendre. En 2004, si APN et autorité portuaire nationale APN était une institution privée, il a crié faillite et au moins 80% employés ont révoqué. Pour qui ça? Il n'y a pas demandé qui côté APN joue une cob pour le reconstruire, pour le faire formation et toute l'autre bagaille. Pour qui ça? C'est non, M. Guy Van Nelson, directeur financier, Madame Marguerite Daniel Auguste Jérôme, chef service de recouvrement, qui s'était dans mauvaises conditions pendant qu'ils ont fait job avec morale et intégrité. Autorité portuaire nationale, APN, pas impliqué ni de près, ni de loin dans les affaires qui passaient Kai Seaboard. C'est à Seaboard Marine qui pour chercher frauder la Kailio, moun faussé qui prend l'argent. C'est pas Kai pas nous. ILCC fait un job et jodia nous pensons que job ça tout le monde, même un petit monde qui n'a élémentaire 2 capable ouais pas aucun employé ni l'ancien directeur général Jean-Yves Charles qui impliqué ni de près ni de loin dans bagay ça. La secrétaire d'État à l'alphabétisation a présenté ce lundi 3 juillet 2015 le bilan d'un forum national sur l'alphabétisation. Ce forum, réalisé entre le 15 et le 16 juin 2015, visait à recueillir tout un ensemble de propositions et de recommandations dans le but de permettre à l'institution d'être plus performante dans sa mission et également pallier aux différents échecs enregistrés au niveau de la campagne nationale d'alphabétisation. Au terme de ce forum, un ensemble de nouvelles dispositions vont être prises, notamment sur le post-alphabétisation et le lancement d'un projet pilote sur 8 des 10 départements où le programme d'alphabétisation est plus productif. Mozart Clérisson est le secrétaire d'État à l'alphabétisation. Dans la présentation que nous faisons sous par recommandation forum, le forum est fait sur 4 points. C'est comprendre pour qui ça a un échec dans la campagne alphabétisation. C'est mettre alphabétisation et post-alphabétisation ensemble. C'est mettre alphabétisation et technologie de l'information ensemble. C'est parler de partenariat entre le secrétaire d'État et l'autre entité dans le pays pour permettre que la campagne lui-même avance. Qui s'est sorti dans ça? Soit fait partenariat, par exemple, depuis 2010,
secrétaire d'alphabétisation, pas aucun autre partenaire qui aide à réaliser le travail que l'a fait. Mais ça est évident en tenant compte de l'ensemble de problèmes qui étaient gagnés. Côté que je dis à nous réfléchir sur ça que fait ça et nous lancer et campagne là, bon côté Zami la santé, nous lancer le bon côté UNESCO, nous lancer le bon côté UNICEF dans le cadre d'appui que le secrétaire d'alphabétisation besoin de montrer que dans le cas d'accord que l'a signé avec partenaires, que ça qu'il a donné, il va l'exécuter. Deuxième élément, c'était réfléchir sur alphabétisation et post-alphabétisation. Son mot aujourd'hui qui a gagné en pile utilisation, c'est pour le fait que depuis longtemps, plus de 70 ans, il a fait alphabétisation dans le pays. C'était dans le niveau 1 seulement autorité. Ça n'est pas le niveau 1, c'est côté. Il y a une petite formation pour qu'on écrit, pour qu'on lettre, pour le capable de nous faire des calculs simples. Il n'a pas gagné à partir de ça toute connaissance, toute formation qui a fait de lui un agent autonome dans la société. Or, il montre que chaque fois qu'on travaille de formation qu'a fait, il faut que lui débouche son utilité pratique pour nous dans le cadre d'action que le gain a fait. Dans le cadre forum, dans brasser l'idée qui était faite, dans tout le monde qui était participé, ils joignent que pour l'État, pas perdre du corps que l'utiliser dans l'alphabétisation, ils sont nécessités pour aller dans la post-alphabétisation. Et c'est dans le cadre de ça, pour nous faire suite à l'activité ça, nous bâtir un projet, même si nous ne sommes pas capables, parce que l'a coûté un pile corps, ces formations l'a coûté un pile corps, même si nous ne sommes pas capables de faire dans 10 départements, nous avons un projet pilote de post-alphabétisation dans un ensemble de départements que d'après supervision que nous faisons là-dedans, nous jouons que le travail a bien marché et l'État a bien bon résultat à la fin de l'exercice au cours du mois de septembre. Post-alphabétisation ou éducation, grand monde, c'est tout ça qui va permettre que les gens qui sont passés dans l'alphabétisation, à partir de un travail de mise à niveau, qui c'est un passage de l'alphabétisation à système formel, là, système normal, là, pour le capable de gagner 4 niveaux, niveau 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, qui après 4 ans, la gain possibilité pour gagner niveau formation qui est dans 6e année fondamentale là, pour continuer formation jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'université et apprendre un métier tant qu'on lié dans plusieurs pays latino-américains. Alphabétisation permet de passer dans l'étape ça pour aller et arriver agronome, médecin, avocat, ingénieur. Les organisateurs de ce camp ont accueilli des enfants tout au long de la quinzaine. Richensky Départ, grand gagnant de la première édition du concours de lecture du camp d'été 2015, se dit satisfait de la réalisation de cette activité. Il invite les décideurs politiques à se pencher sur la question des enfants en vue de leur épanouissement. Je me sens tellement content de participer à la qualité. Bon, comme je dis, pas même des espoirs pour participer là. Parce que moi, je ne pas de pays. C'est chose que ça me fait un pays pour moi et pour les mouvements. Nous côté professionnel. Donc, je dis aussi, et aussi, je suis un champion de théâtre. À qui sont-ils ma part, on va le faire déjà. Donc, c'est important parce qu'il y a peu de problèmes à gaspiller. Bon, nous avons déclaré un article de la Constitution. Est-ce qu'au moins, nous-mêmes, si nous sommes des problèmes dans la société ça? Bon, oui, parce que tout ce qui est éduqué de vacciner. Et tout ce qui est la juge, qui est un petit bagage. Ça veut dire, tout le monde qui a fait ça, nous tous c'est d'accord, même si nous n'avons pas de droit. Oui, il faut que nous ayons des droits, parce que de ce petit monde qui est tout seul, pas grand monde. Si on n'a pas de droits, on va ne pas donner de mission de donner. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Tout le monde doit savoir que les États-Unis sont focalisés sur la mise en place de l'accord sur le nucléaire iranien. Et je pense que Barack Obama a été très clair pendant le sommet de Camp David, quand il a souligné les étapes que les États-Unis et les monarchies du Golfe peuvent franchir ensemble, tout en mettant en œuvre l'accord de Vienne.
Effectivement, c'est un krach et un krach historique puisque le pays n'a pas connu cela depuis 28 ans. Voilà ce que disent les analystes, mais c'est un krach attendu. En tout cas, c'est ce que précise Socrate Lazaridis, qui est le président de la Bourse d'Athènes. C'était attendu. Pourquoi ? Parce que le pays a été fragilisé ces dernières semaines, notamment avec le contrôle des capitaux. Un contrôle des capitaux qui a empêché les investisseurs, tant grecs qu'étrangers, de participer à la Bourse d'Athènes, en tout cas ceux qui avaient des comptes dans les banques grecques. Voilà, parce que c'est le principe des contrôles des capitaux qui leur empêche de payer leurs actions et leurs titres en liquide, car tout est plafonné dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle la Bourse d'Athènes aujourd'hui ressemblait plutôt à un marché sans acheteurs, puisque justement les investisseurs ayant des comptes dans les banques grecques n'ont pas pu participer. C'était pour eux prohibitif d'y participer, tant le contrôle des capitaux est pesant depuis le 29 juin dernier. Et ce sont surtout justement les valeurs bancaires qui ont été touchées avec une chute donc de 30%. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles accusent les retraits massifs des banques par les Grecs ces 6 derniers mois. 40 milliards d'euros ont été retirés de ces banques grecques. Forcément, elles sont fragilisées et forcément, ça mettra du temps à retourner à la normale. D'où eh bien l'espoir des autorités grecques d'un retour à la normale avec la relaxe au niveau du contrôle des capitaux. Car tant qu'il y aura le contrôle des capitaux, eh bien ce sera prohibitif pour les investisseurs grecs. Bien, écoutez, d'importants feux se sont déclarés tout au long du week-end, le plus important dans le nord de la Californie. Vous l'avez dit, 9000 pompiers mobilisés, l'un d'entre eux est même décédé sur la ligne de feu. Les flammes de ce Rocky Fire, c'est ainsi qu'on l'a surnommé ici, eh bien, se sont propagées sur 250 km². Mais surtout, à l'heure où je vous le parle, eh bien, il n'a été contenu qu'à hauteur de 12% par les pompiers. Des précautions ont donc été prises. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées encore ce matin des camps de vacances. En fait, ce sont de nombreux orages qui ont déclenché ces incendies. La foudre s'abattant eh bien, massivement sur une végétation extrêmement sèche. Oui, parce que la Californie souffre d'une très forte sécheresse, et cela depuis plusieurs années maintenant. Oui, une sécheresse sans précédent. Les spécialistes la jugent comme la plus importante depuis 500 ans, si bien que l'état d'urgence a même été décrété en Californie avec des objectifs de restriction d'eau très importants. Le sol est sec, très sec, ce qui fait que la végétation eh bien, devient une véritable poudrière prête à s'enflammer à la moindre étincelle. Les incendies sont donc de plus en plus nombreux. Il y en a plus que l'an dernier à la même époque, si bien que des renforts sont nécessaires. Des pompiers du Nevada et du Colorado sont arrivés pour eh bien, aider leurs collègues californiens. Et puis, depuis l'an dernier, la Californie demande même à des prisonniers de venir en aide, des détenus qui viennent aider les pompiers sur la ligne de front. Enfin, une bonne nouvelle, peut-être une bonne nouvelle, de fortes pluies sont attendues cette semaine. Il faudra donc attendre peut-être encore quelques jours pour que la pluie vienne aider les pompiers. Des régions entières coupées du reste du monde. Les pluies de mousson des derniers jours ont provoqué des inondations, notamment dans le centre et le nord de la Birmanie. Par endroits, l'eau a atteint les 4,50 m. Avec ces intempéries, ce journaliste de la télévision nationale birmane se retrouve forcé de faire son duplex au milieu des barques. Dans un pays aussi vaste et aussi pauvre que la Birmanie, difficile de lutter face à cette catastrophe. Les infrastructures sont mauvaises et les équipes de secouristes débordées. Face à l'ampleur des dégâts, le président birman a voulu afficher son soutien. Beaucoup de rizières ont été endommagées. Je suis aujourd'hui aux côtés des victimes afin de trouver le moyen de les soutenir et de les dédommager. Le niveau de l'eau commence à baisser peu à peu et le gouvernement birman va tout faire pour aider au relogement. 4 régions ont été décrétées zones sinistrées. D'après l'ONU, plus de 150 000 personnes sont victimes de ces intempéries. Des dizaines ont déjà perdu la vie. La Birmanie n'est pas le seul pays d'Asie à être touché par ces inondations. L'Inde, le Népal, le Pakistan et le Vietnam sont aussi affectés. D'autres pays de la région, vous l'avez entendu, sont touchés par ces pluies de mousson depuis plusieurs jours. Maintenant, les autorités indiennes annoncent par exemple de leur côté plus de 120 morts. Quant au Pakistan, pour l'instant, 116 victimes ont été recensées. Voilà qui met fin à ce journal. Restez branchés la chaîne 62.